conférence qui suit a été présentée par M. Yves Bègue, directeur général, Comité Nord-Blanc et CIPRE, Paris. Dans le cadre de l'activité d'échange et de formation en phytoprotection dans la production de pommes de terre, tenue le 13 novembre 2014 à Lévis. Les sujets suivants seront abordés dans cette vidéo. La darthrose, qu'est-ce que vous faites en France? La darthrose, ces dernières années, voyez, on a des polices, nous, hein, ça c'est une police jaune. Alors la darthrose, ça se voit assez bien parce que c'est une police jaune lavable, c'est pas une peau de crapaud de recette Barbank. Hein. Bon, cela dépend des années et des évolutions de traitement phytosanitaire. Personnellement, moi je pense que c'est vrai que la darthrose est quelque chose qui évolue. Je pense que c'est lié à des irrigations souvent excessives et ou à des orages. Alors l'irrigation excessive, on sait la régler soi-même, parce qu'on n'a qu'à mettre moins d'eau. L'orage, évidemment, on ne sait pas le régler. Le pathogène, évidemment, est important en semences, parce que si évidemment il y a une norme à la réglementation chez nous, de couverture de peau par ce pathogène, et donc évidemment l'eau il peut être refusé à cause de la darthrose. Et en consommation lavée, tout simplement parce que lorsqu'il y a trop de darthrose, comme de gale argenté d'ailleurs, l'eau est refusée pour le lavage, et donc la pomme de terre n'est plus lavable, et nous, plus lavable, ça veut dire poubelle. Comment gérer la darthrose? Dans ce que l'on sait pour nous, la rotation des cultures, un plan sain, éviter les stress hydriques et irrigation adaptée en fonction des orages, évidemment ça on ne sait pas le gérer. Dans les traitements fongicides, il y a très peu de produits vraiment efficaces. Alors c'est vrai qu'en faisant des traitements de sol, ça diminue un peu, sauf que les traitements de sol, l'idéal serait de pouvoir les recommencer dans le temps. Donc en clair, c'est la même chose que pour des nématicides, je pense qu'on aura, et on avancera sur des pathogènes comme la darthrose, lorsqu'on pourra mettre des molécules dans des capsules, que l'on va étaler dans le sillon, et qui se libèrent en allant dans le temps, de telle façon qu'on ait une action par exemple sur 120 jours, et non pas une action sur 15 jours. Parce que là le problème c'est qu'on met un fongicide qui nous aide pour la darthrose juste quand on plante, mais selon le climat qu'il fait et la reste ou qu'il pleut, et c'est bien, ça tombe 20 jours après, il n'y a plus rien. Et donc évidemment, la darthrose redémarre. Alors j'ai entendu parler ce matin des traitements sur feuilles. Je ne pense pas que c'est le traitement sur feuille qui fait pour la darthrose. Ce qu'il fait, c'est qu'on met le produit qui descend sur la terre. Parce que quand on l'a mis sur les feuilles, évidemment, il tombe par terre. Et là encore, l'idéal, ce serait de le faire quand il bruine un peu ou qu'on va arroser, pour être sûr que la molécule fongicide qu'on a mis descende dans la terre. Parce que la darthrose, c'est dans la terre que ça se passe essentiellement, plus que sur les feuilles. Là aussi, il y a des programmes en réseau, et ça fait partie des programmes où j'ai des discussions avec l'AAC, puisque l'AAC, on a des discussions, nous, d'antagonisme, Pectobacterium, Merwinia, etc., où je vais y venir après. Et l'AAC, par contre, il y a quelques chercheurs qui avaient commencé à travailler sur des antagonismes de gale commune, de darthrose et de gale argentée, et où donc on fait des échanges parce que, comme moi je travaille pour les agriculteurs, je pense qu'il faut regarder large. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'imaginer qu'on va trouver une molécule qui va marcher sur un champignon. Parce que si on n'a plus la darthrose, on a la gale argentée. Par exemple, une chose qui doit être vraie chez vous aussi, avec les peaux de crapaud c'est différent, mais avec les polices, si on a de la gale commune, en général on n'a pas de gale argentée. Entre les deux gales, évidemment, il y a un antagonisme. Sauf que c'est là des antagonismes qui ne nous intéressent pas. Mais il est évident qu'à l'avenir, si on veut trouver des méthodes de lutte alternatives, il faut avoir un spectre large acceptable. C'est-à-dire que quand on veut lutter contre un champignon, c'est pas pour avoir l'autre, parce qu'on n'a toujours rien réglé. Donc évidemment, au niveau de l'agriculteur et ou de l'industrie, il faut arriver à avoir un spectre beaucoup plus large. Donc on a un échange de travail avec l'AAC à Fredericton pour ça. Oui. La diapo avant, vous parliez de l'excès de pluie, de l'excès d'eau, même l'autre avant, l'irrigation excessive, l'excès de pluie. Oui. C'est quoi l'impact avec la darthrose de l'excès de pluie? C'est que je pense que la darthrose, il y a 10-15 ans en arrière, on en avait peu à pas. Et je pense qu'on avait, en tout cas nous, dans le cadre de nos rotations, un certain nombre de fongicides, pas forcément pommes de terre, mais d'autres cultures. Là aussi, il ne faut pas oublier ça. C'est que les fongicides qu'on fait sur les autres cultures ont une incidence dans la rotation. Et la culture que vous avez dans votre précédent dans la rotation a évidemment une incidence sur la flore qui peut être plus ou moins aggravante sur la pomme de terre l'année d'après. Comme j'expliquais tout à l'heure à table, si je mets du lin avant la pomme de terre, je risque d'avoir une peau très claire, une structure de sol très bonne, et de gérer les fumures très bien, parce que dans le lin on met rien, donc après le lin il n'y a quasiment plus rien.
si je prends à l'envers une structure de sol démontée avec une betterave sucrière arrachée dans des conditions très humides, donc le sol complètement esquinté, des difficultés à avoir une valeur réelle de reliquats azotés et compagnie, comment gérer ma culture derrière, c'est un peu plus compliqué. Et puis en plus, si mes feuilles de betterave ne sont pas bien décomposées, si ma paille de blé n'est pas bien décomposée, là encore j'ai des interactions dans le sol. Évidemment que ces choses-là influencent éventuellement les développements des pathogènes. Et je pense donc que ces dernières années, on a des fongicides qui doivent pas nous aider pour la darthrose, et donc la darthrose continue à se développer. En plus, on a une situation générale internationale. Soyez bien conscients que c'est international. C'est pas que français, canadien, québécois, c'est dans le monde entier, où je ne vais pas parler de réchauffement climatique, moi, je vais simplement parler d'excès. Nous vivons de plus en plus dans les excès. C'est-à-dire d'un seul coup, il fait 45 degrés, on ne sait pas pourquoi il fait 45, parce qu'il n'a jamais fait 45. D'habitude, ça dure une journée, ça peut durer 10 jours. Et puis il pleut, bah oui, il pleut comme avant, ah oui, sauf que d'un seul coup, il tombe 100 mm en 2 heures, après il en retombe 50 en 3h30, et puis après on n'en a plus pendant 3 semaines. La pomme de terre, elle n'aime pas ça. La pomme de terre est une plante de culture tempérée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle se plaisait au Québec, comme dans le nord de la France, puisque nous étions dans des climats tempérés. Aujourd'hui, en fait, climat tempéré, nous sommes comme tout le monde dans des excès. Excès de chaud, excès d'eau, excès. Et la pomme de terre dans les excès nous fait des misères parce qu'on la met dans des excès. Alors ça vaut ce que ça vaut, mon explication, mais je pense que c'est une partie de l'explication, mais c'est pas pour ça qu'il faut évidemment trouver les solutions. Oui. Tu parlais de rotation des cultures. Juste avoir une idée ou un exemple de rotation de culture pour tout ça. La longueur entre les intervalles pommes de terre. Comment est-ce qu'il y a d'années ou de cultures différentes avant d'employer dans le même champ? Donc la question sur les rotations des cultures. En plan de pommes de terre, la rotation minimale obligatoire réglementaire, donc applicable par traçabilité et vérifiable, c'est au minimum 4 ans. C'est-à-dire 3 ans sans pommes de terre entre deux. Sur les cultures, en général, chez nos plus gros producteurs de plants, la rotation est en général de 5, 6, 7 ans pour faire des semences. Dans les zones de production de consommation, les vieilles zones de consommation sont à 3, 4. Et les nouvelles zones de consommation, comme sur l'Eure-et-Loire, là, aux côtés de Chartres, c'est en général 6-7. Et il y a une différence fondamentale, c'est qu'en Eure-et-Loire, on n'est pas forcément dans des terres à patates, comme on dit, et s'ils font des rotations plus courtes, ils vont rapidement avoir des soucis. Par contre, le long de la frontière belge, on est dans des terres à patates, et c'est vrai que la terre accepte de faire des rotations plus courtes. La terre, oui, les pathogènes, non. Alors, il faut savoir ce qu'on veut, parce que le capital sol, je rappelle que chez nous, comme chez vous, ça appartient aux producteurs, nous ne sommes pas dans des colcoses. Et donc le capital sol ne dépend de vos décisions à vous-même. J'y reviendrai après sur la prophylaxie des exploitations. Mais la rotation est évidemment un élément majeur. Culture principale chez nous dans la rotation, pour les zones un peu maritimes, c'est évidemment du lin, des betteraves sucrières, des céréales, type blé en général, beaucoup de blé, blé d'hiver, hein, peu de blé de printemps chez nous, c'est souvent des blés d'hiver, avec les mêmes problèmes que j'évoquais, blé d'hiver ou blé de printemps, le problème de faire pourrir les pailles, puisque les pailles qui restent, comme on n'a plus le droit de mettre d'azote à l'automne, c'est un peu compliqué des fois de faire pourrir la paille. Et donc au printemps suivant, des fois on retrouve la paille dans le sol. Il y a un problème de décomposition des pailles. Et donc ça, évidemment, c'est un problème. Après, on peut avoir des cultures de légumes, en particulier haricots verts, pois, etc. Et également des protéagineux. C'est à peu près les cultures principales qui se font dans les rotations. Un peu de maïs, pas beaucoup chez nous. En Eure-et-Loire, beaucoup, chez nous, presque rien. Le maïs étant une culture également à risque dans le pied du maïs pour multiplier les bactéries, même les bactéries qui fâchent. Gale commune, gale poudreuse. Question également qui m'a été posée. Bon, les Saccharomyces, évidemment c'est un problème en consommation lavée, parce qu'en consommation lavée, et nous en particulier sur les chères fermes, la norme des laveurs c'est 0. Comme ça on est tranquille, les 0 c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire selon les années. En plan de pommes de terre, on a des échelles photographiques pour la certification. Donc en fonction des échelles photographiques et de la destination à l'export ou sur le marché national, c'est certifiable, oui ou non. Et donc évidemment, c'est quand même important d'avoir peu de gale commune. Ceux qui ont beaucoup de gale commune, ils font plus que des pommes de terre industrie pour des frites. Et encore, à condition d'avoir de la gale plate. S'ils ont de la gale qui fait plus ou moins des pustules et qui peut creuser sous la peau, ils font de la fécule. Et sinon, ils font plus de patates. La gale poudreuse, ça c'est un sujet québécois fort intéressant.
qui, je pense, est lié à un point majeur, qui a été l'apport de certaines tourbes que vous avez là-bas dans les Yétis, là, vous savez, où il n'y a que la neige au milieu des bois, là, et où on m'explique qu'on va chercher la tourbe, blonde, brune, peu importe, on va chercher ça là-bas dans le bois, et on met ça dans le champ pour améliorer la rétention en eau des sables. Réponse, améliorer la rétention en eau, réponse, oui. De mettre de la tourbe, par contre, réponse obligatoire, obligatoirement le risque de gale poudreuse devient exponentiel. Et évidemment, ça a été dit ce matin, lorsque vous avez de la gale poudreuse, le risque d'avoir du mode top, puisque ce virus est essentiellement transmis et lié à cette gale poudreuse. On peut avoir du mode top sans gale poudreuse, mais en général, quand on a de la gale poudreuse, on a du mode top. Alors, il y a des variétés plus ou moins sensibles, réponse vraie, mais pour ceux qui travaillent pour Macken, par exemple, si vous voulez savoir si votre champ est atteint ou pas, vous n'avez qu'à mettre des chipodis, 10 pieds de chipodis dans un coin, vous allez voir. Si vous en avez, vous allez le voir tout de suite. Hein. Le chipodis, c'est un truc très sensible. À l'Y, mais à ça aussi. Et donc, évidemment, là aussi, méthode de lutte. Alors, autant sur les streptomyces, comme j'ai dit avant, avec la AC, on y travaille, il y a quelques produits chimiques qui marchent un peu. Je pense qu'à l'avenir, on finira bien avec les rotations et les produits ou en biocontrôle à trouver des choses un peu antagonistes, mais que ça s'améliore. Sur la gale poudreuse, valeur aujourd'hui, des choses qui existent, rien. Donc la seule chose qui existe, et ça répond à votre question de tout à l'heure pour les sols, personnellement, moi qui suis payé par des producteurs, je ne crois qu'à la prophylaxie des paysans eux-mêmes. Et ça y est, c'est ressorti le paysan. Mais parce que c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire dans votre ferme. Alors on peut m'expliquer, bah Yves, il faut améliorer la rétention en eau, j'ai mis de la tourbe. Bah oui, mais si pour mettre de la tourbe, peut avoir de la gale poudreuse, puis plus faire de patates, bon, bah faut trouver autre chose pour améliorer la rétention en eau, qu'est-ce que je vous dise, moi. Mais il ne faut pas mettre de la tourbe. Sinon, bah, vous aurez de la gale poudreuse. Je signale quand même que certaines régions du Québec, l'état de tourbe le long des champs, ça dépend quand j'y vais. Mais il y a des périodes de l'année où il y en a beaucoup. Et après, il n'y en a plus. Donc ça veut dire que ça a été mis dans le champ. Je pense qu'il est urgent de réfléchir pour arrêter cette technique. La gestion des maladies, pour les sujets que j'évoquais, les deux balles avant. Utiliser des plans simples, bah oui, déjà quand il n'y a pas de contamination, ça commence à aller moins mal. Éviter des précédents favorables, ou l'apport de matière organique mal décomposée et de tour. Utiliser des variétés peu sensibles, évidemment, c'est comme pour tout, la rotation des cultures. Limiter les amendements calcaires juste avant la pomme de terre, ça c'est vrai en particulier pour les galles communes. Nous, dans nos sols, si on change par amendement calcaire, que certains veulent réajuster leur pH par exemple, c'est pas une question de pH plus ou moins acide et basique, des fois qui va amener la gale, c'est simplement la modification du pH. Si on veut modifier fort et vite le pH, vous augmentez votre risque de gale. Et ça, c'est international aussi. C'est vrai en France, du nord, du sud, de l'ouest, c'est vrai au Brésil, c'est vrai en Argentine, c'est vrai partout. Et plus je vole, plus il y en a partout. Faut pas que j'ai vu ça mes chaussures, mais... Donc je peux vous dire qu'il y a des choses comme ça, il y a des choses qu'on ne sait pas en pomme de terre, mais il y a des choses qu'on sait. Si on joue fort sur son pH, trop vite, on prend un risque de gale qui augmente très fort. L'avenir, ben évidemment, ça fait partie des choses qu'on travaille en recherche. Alors vous allez me dire, vous êtes marrant, classé, ben, et alors? Ben oui, ben alors on cherche. Donc j'espère qu'on va trouver. Parce que quand on a une synergie, je pense, en des structures comme les nôtres, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à trouver. En sachant qu'avec mes partenariats AC, petite parenthèse, c'est vrai aussi dans le variétal, puisque tout à l'heure j'ai entendu parler de Doryphore, ça je ne l'ai pas mis dans mes trucs là. Mais nous avons des variétés avec des résistances au Doryphore. Hein. Donc l'AAC en a fait pour moi, que j'ai réintroduit en France. Donc si un jour on avait vraiment un moyen qu'on ne sait plus lutter contre le Doryphore, je rappelle qu'à l'AAC, il y avait des variétés qui sont tolérantes au Doryphore. Et c'est comme le nez au milieu de la figure. D'un côté c'est manger à Doryphore, de l'autre côté non. Voilà. Alors après, on ne plaît pas, les variétés ne plaisent pas. Si un jour il n'y a pas de solution pour le Doryphore dans certaines régions, il faudra peut-être s'adapter et changer de variété. Mais donc il y a des choses qui existent déjà. Mais des fois, on le sait peut-être nous en France, puis ici on ne le sait pas, parce que Fredericton c'est loin, vu d'ici sûrement. Mais voilà. L'approche globale bactéries, champignons et gestion qualité des sols, j'en ai parlé tout à l'heure. Les incidences des évolutions, pourquoi tout ça, ça change? Ça aussi, ça répond à une des questions que vous m'avez posées. Je pense évidemment que dans le monde entier où nous allons avoir des modifications de réglementation sur des produits phytosanitaires, nous aurons obligatoirement une modification de nos pathogènes. Parce qu'il y avait une interaction de ces produits phyto, que des fois on ne va pas dire que c'est pas bien de les arrêter, parce que pour certains d'entre eux en environnement, c'est vrai qu'ils étaient fort désagréables. Ouais, sauf que maintenant, quand on les a plus, ça va nous faire d'autres désordres. Donc évidemment, les réglementations qui évoluent dans les produits phyto vont nous poser des problèmes nouveaux
dans la gestion de nos sols. Et après, selon les discussions, faire évoluer les normes internationales à destination, oui, parce que on pourrait imaginer qu'un jour on ne sait plus faire de pommes de terre sans avoir toujours plus ou moins des traces de gale commune, ce qui n'empêche pas de faire 50 tonnes sur 1 tonne hectare. Bon, c'est pas assez moins beau quand on les lave, mais c'est quand même pas un désordre. Bon, aujourd'hui, si le gars dit c'est 0, un Égyptien c'est 0, un Algérien c'est 0, gale commune, il n'en veut pas. Bon, ça c'est facile à dire, 0, surtout assis là, à table, c'est bien. Quand on est dans les champs puis dans les bâtiments pour contrôler les lots avant l'exportation avec les officiels, c'est un peu plus compliqué de faire 0. J'aurais une question. Oui. Tu sais, parler des produits phytosanitaires autorisés, ou, je pense qu'en France, les fongicides à large spectre, les mancozeb, je pense qu'il y avait des restrictions dans leur utilisation. Oui. Les produits type mancozeb vont être de plus en plus restreints. Alors pour moi, j'ai un avis qui n'engage que moi. Des fois, je dis que c'est un peu excessif parce que je pense qu'on suit des fois un peu une mode, malheureusement même pour les verts, qui à un moment donné, c'est très facile de dire qu'on raisonne en kilos de matière active ou en kilos de produits à l'hectare. Et là, je dis, mais ça veut dire quoi? Alors en manco, c'est vrai, on en fait 2,5 kg. Alors 10 fois, ça fait 25 kg. On dit, mais vous êtes complètement fou, 25 kg de manco à l'année. Ouais, d'accord. Alors vous pouvez employer un autre produit qui, lui, est formulé à 0,2. Alors évidemment, on peut vous dire, vous en mettrez que 5. Forcément, 0,2 par 5, ça fait 25 traitements. Qu'est-ce qui est mieux, les 25 à 0,2 ou les 10 à 2,5? Je sais pas, moi, je suis pas sûr que c'est mieux. Mais je vous rassure, dorénavant, à l'avenir, on sera avec des produits à 0,2 et non plus des produits à 2,5. Est-ce qu'on a réglé pour autant le problème? Je ne crois pas. Mais on a réglé les quantités. Et en France, ce qui accélère le phénomène, c'est aussi les cahiers des charges pour la production de pommes de terre lavées, avec des labellisations, exemple Carrefour, qui lui-même est encore plus blanc que blanc. Donc il demande encore moins que moins. Donc si la France accepte par exemple 6 manco, Carrefour dit 3. Parce que c'est comme ça. Alors c'est quoi l'explication? Je ne sais pas comprendre, c'est comme ça. Puis si vous voulez pas, vous voulez pas, vous n'avez pas de patate chez Carrefour. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est un peu un problème pour le monde agricole, et c'est pour ça que je vous encourage à vous organiser entre vous, pour avoir des discussions, sinon vous ne serez que dans des diktats de destinataires, même de metteurs en marché. Je ne parle pas de ceux qui vous font l'emballage et qui mettent au marché, non, ceux au bout, là, qui achètent. Donc si on veut avoir un certain poids, il faut avoir une discussion assez globale. Sur les autres produits, n'oubliez pas aussi qu'il y a des produits qui sont arrêtés, par exemple les nématicides, les dichloropropène, le SHELD-DD. Là, dans certains pays d'Europe, est autorisé à nouveau de faire du mocap, qui est à mon avis une bonne chose. Par exemple, en Europe, du mocap, c'est un nématicide qui est pour moi, en dehors des SHELD-DD, le plus efficace en nématicide. Par rapport au vidate et toute matière qui existe ailleurs, là, c'est ce qui est encore efficace et qui nous permet de gérer des foyers si jamais il y a un foyer. Pour l'instant, en France, on ne peut pas l'utiliser, alors qu'il est admis en Europe et en France, c'est interdit. Alors pourquoi? Parce que la DGL France discute avec l'ANSES, Agence nationale sécurité des aliments, etc. Et qu'à l'heure actuelle, les discussions entre les deux services de l'État ont fait qu'on s'est même trompé de produit qu'on a testé. Et je ne blague pas en disant ça. Au lieu du mocap 10G, ils avaient le 15G et ils ont fait le 10 et ils ont dit c'est pas bon parce qu'il y a la formulation de poudre, les gars vont respirer. Bon, le marchand de produits il a dit attendez, c'est plus de la poudre. On s'est trompé de formulation, d'accord. Donc des fois on a des drôles de choses. Donc voilà, mais ces choses-là vont évoluer avec le temps, mais donc sachez quand même qu'il y a des molécules que nous ne reverrons jamais pour des raisons environnementales et de santé humaine. Faut pas y croire qu'on va faire marche arrière. Et quant aux pays du monde, exemple en Amérique latine, qui sont encore peu attachés à ces réglementations par rapport à l'Amérique du Nord, et encore moins que l'Europe. Il ne faut pas qu'ils se leurrent un jour ou l'autre, comme les échanges internationaux, ils seront obligés d'avoir les mêmes normes. Et d'utiliser des produits toxiques aussi bien pour la nappe que pour le citoyen, je suis sûr que dans le monde entier, ça demande 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais ça sera interdit partout. Et donc évidemment qu'il est urgent de travailler, de chercher, d'avoir des choses. Et encore à nouveau, amenez donc vos souches pour qu'on essaie de trouver quelque chose. Monsieur Beg? Oui. Donc aucune fumigation? Non. Y a-t-il quelque... La fumigation est uniquement tolérée par dérogation dans des serres. Et sous contrôle des GL. Mais dans les grandes cultures, 0. Malgré la grande rotation par rapport au Québec-France, Québec-Europe, que vous avez 4, 5, avez-vous l'impression que la qualité des sols est à son top niveau en France?
Ben, ça dépend de ce qu'on appelle la qualité. Si vous me parlez en nématode, je vais vous répondre oui, pour les nématodes à kyste et les nématodes à gale. Si vous me parlez en matière organique, je réponds non. Parce que, dans la mesure où on a de moins en moins de matière organique apportée, de fumier, de lisier diverses, évidemment ceux qui sont en grande culture sont arrivés à un seuil de matière organique chez nous qui ne baisse plus. Quand il ne baisse plus, ça veut dire qu'on est à 14. Alors que, évidemment, un sol avant, normalement pourvu, était à 30-35. Mais une fois qu'on est à 12-14, on peut dire que ça ne baisse plus, hein, pour 1000. Hein. C'est quoi la 14? C'est la pour- matière organique, là, c'est 3 de 3, là? C'est quoi Ben, nous, on est à pour 1000. Parti par million. Les parties par million? Ok. Et donc, si vous êtes à 3, nous, on est à 4 quand il n'y en a plus, ou 3, c'est comme nous quand je suis à 30. 30, c'est bien. 25, c'est normal. 20, ça va encore. Lorsqu'on est à 1.4, 1.2, 1.5, de toute façon, vous ne baisserez plus, il n'y en a plus. Et arrivé à un certain seuil, ça ne baisse plus. Hein. Une dernière question. Y a-t-il des caractérisations des sols en fonction de la tartose, de quel type c'est ça? Non. Et au niveau du comité Nord et de la fédération de la CIP, nous ne faisons pas d'analyse de sol pour tout ce qui est composé granulométrique des sols, NPK, oligo-éléments, etc. Nous, on ne s'occupe que du phytosanitaire pour nous-mêmes et pour l'État. Donc tout ce qui est sujet qui fâche. Après, qu'il y ait plus ou moins d'azote, etc., c'est fait dans d'autres laboratoires. Et ensuite, évidemment, on s'occupe avec les producteurs dans les recommandations techniques des recommandations pour les fumures en fonction des variétés. Je rappelle qu'il y a des variétés aujourd'hui, on nous demande de faire des variétés où on peut limiter l'azote. Et donc l'apport d'azote peut aller de 1 à 3, voire de 1 à 4. Évidemment, si on me dit, bah, on va prendre un poids moyen 2, 2,5, bah, si vous mettez 2,5 dans une variété qu'il fallait 1, on est mal pareil, hein, on va avoir des feuilles comme ça, là, comme le sapin. Là. On ne sait même pas s'ils vont faire des tubercules. Puis là, s'il vient du mildiou, on est tranquille. Puis un orage, alors là, boum. Hein. Bon, alors voilà. Donc le variétal va s'accompagner aussi évidemment de recommandations par l'obtenteur et les commerçants, et avec les services techniques et des expertises pour faire des recommandations techniques de culture. Le métier d'appui technique, lorsqu'on développe le variétal, ce que j'espère au Canada, au Québec en particulier, rapidement, et non pas dans un certain temps, j'espère rapidement, si on développe du variétal, évidemment que l'expertise et l'appui technique aux producteurs va être très importante. Ils ne vont pas faire tout eux-mêmes, ils auront besoin de services techniques et d'experts pour faire des essais dans des plus ou moins grandes parcelles, et après avoir des recommandations au cas par cas dans chaque ferme. Et la recommandation d'une ferme, ce n'est pas celle d'à côté. Et ça aussi ne peut marcher que par un constat avec des bottes et des analyses de labo. À chaque fois, il faut des bottes et du labo. Moi, j'ai passé ma carrière à... J'ai toujours dit, j'ai pas de tête, mais j'ai des bottes. Donc, j'essaie de trouver des gens qui ont les têtes pour m'accompagner. Mais il faut aller de la tête aux bottes et de la botte aux têtes. Il faut toujours faire dans les deux sens. Il faut que ça marche. Hein. Si on oublie un sens, ça ne peut pas fonctionner. Bien, alors sur le mildiou, je vais évidemment aborder un sujet avec des conséquences économiques importantes, mais évidemment avec des discussions réglementaires vis-à-vis de nos services officiels qui ne sont pas les mêmes que des quarantaines. Cependant, c'est un sujet aussi international et un sujet qui fait écrire beaucoup, qui fait parler beaucoup, mais je peux vous rassurer tout de suite, on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines. Alors ça, c'est le cycle de développement du mildiou. Alors, comme il n'y a que des gens compétents dans la salle, je ne vais pas passer mon temps à le décrire, en insistant quand même sur ces problèmes de reproduction sexuée, hein, avec des souches nouvelles qui sont apparues ces dernières années. Et vous allez voir plus loin que quand des pays disent elles ne sont pas apparues, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas les tester. Parce qu'encore, pour savoir de quoi on cause, il faut encore savoir le tester. Ça, c'est un schéma un peu simplifié. Je vous l'ai mis également dans le document, puisque on m'a demandé... par l'intermédiaire de Georges et de Madame dans le régional, de vous donner également un document qui restera chez vous pour discuter, et ça permet de discuter avec vos producteurs sur l'évolution des souches. On va quand même vous offrir un petit peu d'eau, M. Bell. Merci. Alors, je vais vous laisser lire, mais vous voyez que la diversité des souches en mildiou, elles ont été plus ou moins rapides en Europe. Et donc on a pris une décision il y a quelques années d'avoir un réseau européen de scientifiques et de spécialistes nommé EuroBlight. Alors pourquoi c'est important? Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a eu des résultats donc, en fonction des régions, et donc on fait des prélèvements. Rebelote, excusez-moi encore d'insister, mais vous savez, je tape sur le clou. Hein. Et les prélèvements sont faits et mis dans le laboratoire pour les analyses. Alors voilà ce qui se passe dans la distribution des génotypes en Europe ces 10 dernières années.
Alors pourquoi des points importants? Des souches à 1, bon, du 1, ben, il y en a partout, oui, dès qu'il y a du milieu. Il y a du noir, là, non, indéterminé. Indéterminé, ça veut dire qu'ils ne savent pas tester. Donc ils ont du milieu, mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais c'est du milieu. Ça, c'est du milieu, jusque-là, on est d'accord, lequel c'est, on n'en sait rien. Puis il y a des gens en Europe là, qui se sont énervés un peu, là, entre le nord de la France, les Belges, les Hollandais et les Allemands, là, le Royaume-Uni aussi. Bon, la Bretagne, qui fait quand même partie de la France. Mais c'est un peu comme l'île du Prince-Édouard chez moi, hein. Pas tout à fait dans le même pays. Et donc, avec des régimes très spéciaux. Et donc, ils ont travaillé aussi aux échanges de collections de souches. Et on voit évidemment des choses qui sont apparues, qui fâchent. Alors, comme vous savez, dès que ça fâche, puis qu'on est scientifique intelligent, on parle tous anglais. Donc, nous sommes dans le Pink 6 et le Blue 13, parce que, bon, en français québécois, ça fait désordre. Hein. Pink 6 et 13, ça fait idiot. En anglais, c'est mieux. Mais bon, en attendant, ça fait partie des nouvelles souches qui sont apparues. Et qui sont évidemment des souches qui ont des multiplications qui n'ont rien à voir avec le 1. Alors évidemment que c'est pas sans incidence. C'est des croisements En général, de toute façon, pour nous, on estime scientifiquement que maintenant, quand vous avez du 1, vous avez du A2. Et quand vous avez du A2, vous n'avez pas de A2 sans 1. Obligatoirement, ils s'hybrident, hein, ils se croisent. C'est obligé d'avoir l'un et l'autre. Par contre, en plus, on a d'autres variants maintenant. Et on est incapable de savoir si, exemple, le Pink 6 ou le B13 ou les autres qui arrivent, là, qui sont en route à être caractérisés, est-ce qu'ils sont issus d'un autre croisement entre A2 et autre chose? Et là, je vais encore dire une chose qui fâche dans mon scientifique que je ne suis pas. Je dis toujours, la science nous fait voir des choses qu'on ne savait pas voir. Ça ne veut pas dire que c'est nouveau. Et ça, beaucoup de gens, des fois, disent « Oh là, toutes ces choses nouvelles là, qui nous arrivent, qui nous tombent sur la tête. » Non, 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 c'est pas nouveau. Ça tombe, ça fait 20 ans qu'on a ça. Sauf qu'on n'avait pas la science pour le détecter. Et que maintenant, la science du moléculaire continuant à avancer, les capacités pour notre avenir, quel que soit le sujet, évidemment, on va avoir des sujets avec des méthodes de calcul de plus en plus importantes dans ces affaires de détection, et que notre force informatique de calcul va nous faire découvrir des choses qu'on ne savait pas voir avant. Est-ce que ça, pour autant, c'est nouveau? C'est pas sûr. J'ai remis là en plus des choses pour déjà voir des différences. Vous voyez, sur la France, si on prend le type A1, on est dans le rouge-orange, là. Bon, en gros, on en a la moitié, quoi. Quand je prends le Blue 13, là, en 13, c'est la moitié. Alors évidemment, je vais arriver après notre ami qui a parlé de Milios, que je ne vais pas dénigrer Milios. Cependant, Milios date presque d'il y a 20 ans. Elle a été basée initialement sur du 1. Donc évidemment, si vous avez du Blue 13, si vous n'en tenez pas compte dans vos interprétations de Milios, évidemment que vous aurez tout faux. Et c'est pas de la faute de Milios, c'est de la faute de vous qui ne tenez pas compte de la souche que vous avez. Et j'aborderai d'autres sujets après pour Milios. Point important pour le variétal, qui est dans Milios, toujours. Excusez-moi, chaque fois je vais faire référence à Milios. La sensibilité variétale. En France, il y a le comité technique permanent de sélection pour homologuer les variétés, et maintenant on parle en VATE, valeurs agronomiques, techniques et environnementales. Et le « et environnemental » est obligatoire en France pour l'inscription des nouvelles variétés. Qu'est-ce que vous voulez que ça cause une variété qui était ici, soi-disant résistante au mildiou? Elle avait quasiment la souche 13, là, globalement 0. Là. Ici, complètement 0, et là, un petit peu. Vous avez vu, on est là, là. Et là, exemple, si je prends le nord, certaines régions, je vous dis 90% que c'en est, du 13. Votre variété qui, avant, était peut-être tolérante au A1, ça tombe au 13, elle n'est plus du tout tolérante, elle est que sensible. Donc, quand vous rentrez dans Milios, vous la rentrez comment, la variété? Ben, vous allez dans la biblio française ou européenne de la tolérance variétale et de la note du CTPS. À l'inscription de la variété, il y a une note de 0 à 9. Donc vous mettez 8, très résistant. Ah oui, mais ça c'était vrai quand c'était du 1. Si maintenant c'est du B13, ça tombe, c'est 3. Alors évidemment, si vous mettez 3 et 8, c'est pas pareil. Si vous mettez 8, Milios il dit va en vacances et dors tranquille. Si vous mettez 3, Milios il dit sors le pulvé. C'est de la faute de Milios? Non. C'est de la faute de l'évolution des souches et de ce qu'on veut mettre dedans. Donc l'interprétation de ces outils et l'utilisation à l'avenir, je dis que ces outils ne seront toujours que des outils, mais pour qu'ils soient plus opérationnels, il va falloir qu'on tienne compte de l'évolution des choses. Donc exemple, le CTPS en France, il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, je leur ai demandé de revoir toutes leurs cotations. Réponse, c'est l'État. M. Beg, on est d'accord, mais il faut que les obtenteurs ils payent. Les 4 dans la CVNPT dont je fais partie.
Réponse non. Réponse non, parce que nous, un obtenteur qui a une variété peut-être un peu sensible, est-ce qu'il a envie qu'on écrive dans le livre qu'elle est sensible? Non. Il a envie qu'il la vende, point. Donc évidemment, il n'avait quand même pas payé pour être dans le livre pour qu'on lui dise que sa variété c'était une merde, entre guillemets. Hein? Donc évidemment, on n'a pas payé. Comme l'État n'a pas d'argent pour le faire, eh bien je vous rassure, on ne l'a pas fait. Donc on a de façon détournée mis la nouvelle règle VATE qui fait que la note environnementale, donc sensibilité mildiou, est d'office maintenant obligatoire dans les cotations. Mais ça c'est depuis 2 ans. Tous les autres variétés avant, il n'y a pas de cotation, ou s'il y en a une, je vous rassure, elle est globalement fausse. Alors ça m'embête de citer une variété parce que comme je suis enregistré, ça pourrait être répété. Mais on a une variété d'un groupe breton, très résistant au mildiou. Et c'est comme ça que ça a déclenché l'affaire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé les gens quand ils ont commencé à développer Mileos? Lentement. Ils avaient par exemple dit il faut mettre une variété tolérante. Ben, ils ont mis une variété tolérante. Vous avez des repousses dans le... j'ai pas de repousses. Vous avez un tas de déchets? J'ai pas de déchets. Ben, je vous rassure, l'appareil il continue à dire comme ça, le pilote va en vacances. Puis 15 jours après, vous faites la même chose, il va toujours en vacances. Puis un mois après, d'un seul coup, le gars, s'il descend de son 4x4, il n'a plus besoin de descendre, déjà, le champ est marron. Là, il dit, il y a un problème. D'où la question, qui c'est qui va payer si on s'en va au tribunal, hein? Parce que la variété était dite tolérante, ben, elle est plus tolérante, elle est pleine de mildiou. Puis Mileos, il a dit de pas traiter, mais en réalité, on est dans le bazar. Donc il y a un problème quelque part. Là, on a un problème partout. Parce qu'en réalité, cette variété est tolérante de A1, mais pas de B13. Et c'est quand même pas de la faute de Mileos. Ensuite, dans Mileos, sujet qui pourra arriver ici, l'intérêt financier d'utiliser Mileos. Je ne parle pas de l'intérêt environnemental, qui évidemment est certain de diminuer le nombre de traitements. S'il faut payer un abonnement, ça coûte combien? Voilà une bonne question. Ben, ça dépend. Comment c'est développé, par qui, comment, combien, s'il y en a beaucoup, pas beaucoup. Le gars il va dire, mais il faut au moins que j'économise 3-4 traitements. Sinon ça vaut pas le coup. Je ferai comme je faisais avant, où je vais prendre un conseil technique à côté qui va m'énerver quand je vais lui dire qu'il faut traiter, pas traiter, il va m'appeler ou il m'enverra un mail. Ça sert à quoi de prendre un truc informatique? J'ai qu'à prendre un conseiller, puis ça va marcher tout pareil. Pour la simple et unique raison qu'évidemment qu'en fonction de l'information qu'on rentre dans l'outil, l'outil donne l'info aussi qu'on lui a donné à manger. Alors qui peut dire qu'il n'a pas une repousse? Dans le temps, au Québec, la première fois que je suis venu au Québec, c'est 1976, donc ça commence à faire. Je vous rassure, à ma connaissance, à cette époque-là, j'allais pas beaucoup dans les patates. Je connaissais le lac Saint-Jean, le Chicoutimi, le canoë, et puis l'été des Indiens. C'est tout ce que j'ai vu, mais j'ai pas vu beaucoup de repousses. Tout ce que je sais, c'est que la climatologie québécoise, entre 1976 et maintenant, on n'est plus dans le même. Et maintenant, je sais qu'au Québec, il y a des repousses. Si vous mettez repousse, vous êtes mal barré, hein, le bazar va dire traité. Et comme il y a des producteurs pas très sérieux, ça c'est international aussi, il y a bien un tas de déchets quelque part avec du mildiou qui va venir vite fait. Si vous mettez un tas de déchets positifs, là, vous êtes mal parti encore. Alors évidemment, après on dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Améliorer les outils. Et j'y parlerai après pour améliorer les outils en fonction des souches. Il y a également d'autres sujets que j'évoquerai. Je continue à avancer. Comment limiter évidemment la maîtrise du mildiou? Semences saines, ça va de soi. Rotation des cultures. Élimination des tas de déchets, ça veut dire que soit on les enterre, soit on les couvre. Épuration, bon chez vous ça s'appelle élagage, donc je l'ai mis entre parenthèses parce que je ne connais pas tous les mots québécois, mais j'en connais quelques-uns quand même. Parce que l'épuration, on va me dire ça veut dire quoi ce truc-là? Bon, l'élagage, ça c'est quand on est en semence. Mais c'est pas vrai. Si on est dans un champ de conso, quand vous avez un rond, arrêtez de traiter comme un maboule. Déjà, allez arracher votre rond. Évidemment. Donc c'est de l'élagage. Même en conso. Quand on me dit, oui, mais tu vas parler de semencive. Non, non. En conso, pareil, on fait de l'élagage. Quand il y a un rond mal vu ou un début de rampe que le gars n'a pas traité assez, là, c'est des choses qui arrivent, ça, avec un pulvé, hein. Démarrer trop tard dans la montée de pression, là, ben, même en DPA ou pas, peu importe. Et c'est bien, les 10 premiers mètres, il y a du mildiou. Ben, la seule façon de les régler, c'est de les arracher. On a enlevé le foyer, on les a enlevés. Ça va mieux que de traiter. Hein. C'est pour l'extension du foyer, à mon avis, ça ira mieux en les arrachant qu'en les laissant. Donc c'est vrai aussi en consommation. La lutte génétique, bien évidemment, cultiver des variétés plus ou moins tolérantes, plutôt plus que moins. Des recherches de gènes de résistance. Là, on a un généticien dans la salle. Mais évidemment qu'on va avancer. Évidemment qu'on va trouver des variétés de plus en plus tolérantes. J'espère à des souches qui auront encore évolué. Sauf que la création variétale, il faut y aller, c'est de l'innovation. Mais en dehors de celle d'Europe qui pourra arriver ici, sujet à discuter en cours,
évidemment que quand on va dire on va innover la création variétale québécoise, choisir les géniteurs, faire des marqueurs moléculaires pour assister pour aller plus vite, faire les plans qu'il faut, rendez-vous minimum 15 ans, 20 ans. Donc aujourd'hui on cause pour 2030. Bon, comme il y a que des petites jeunes ici, ça va. Bon, moi je serais peut-être déjà dans les racines, moi, mais il faut tout pour faire un monde. Mais voilà quoi. Mais on cause pour 2030. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors évidemment, je vous rassure, si on démarre pas en 2015, on ne fera pas 2030. Hein. Donc il faut bien démarrer un jour. Donc évidemment qu'on a besoin de l'innovation variétale au Québec. Lutte fongicide. Bah évidemment, on se fait engueuler parce que la pomme de terre et la vigne, ça fait partie des 2-3 cultures, par exemple, qui sont les plus traitées dans le monde dès qu'il y a de la vigne et de la patate. Évidemment, on est dans le collimateur des vers. On est les gens qui traitent le plus, qu'est-ce que je vous dis? On va dire que c'est faux, c'est vrai. Donc évidemment, si on a des variétés plus résistantes, qu'on adopte des modélisations, on va traiter un peu moins. Bon, oui, mais 1, 2, 3, 4 en moins, ça va encore faire beaucoup trop. Hein. Pour un verre, l'idéal, c'est traiter 0. Et puis on a des produits, celui-là va disparaître. Celui-là, c'est un excellent produit. Excellent. Pour les sporulations, anti-sporulation, en particulier pour le mildiou de tubercule. Mais, je vais encore dire une chose qui va encore être répétée, surtout que c'est enregistré. C'est impossible que ça dure éternellement tellement c'est efficace. Et quand c'est efficace sur le champignon mildiou, pour les gens qui travaillent sur d'autres domaines, sachez que c'est efficace sur tous les champignons. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très intéressant, mais il faudrait en mettre qu'un petit peu de temps en temps dans les cas à risque, et non pas abusivement. Il faudrait le réserver pour quand ça va vraiment mal. Et c'est ce qu'on ne fait pas, parce que des fois, dès qu'il y en a un peu, paf, on fait aller un Radman, où on fait Radman, Remiltine, Radman dans la semaine, et puis on a arrêté tout ça, puis contrairement à ce qui était dit tout à l'heure, le mildiou, quand c'est fort développé, des fois on ne sait pas l'arrêter. Chez nous, on fait Radman, Remiltine, Radman, on fait 3 traitements dans la semaine, et je vous rassure, j'ai jamais vu un mildiou qui a résisté à ce traitement-là, moi, hein, il s'arrête. Hein. Et le peu qu'il vienne une semaine de soleil derrière, bon alors là, on est tranquille, on est reparti, on attendra la souche d'après de mildiou qui arrive. Hein. Mais ça veut dire qu'on traite comme des maboules avec des produits opérationnels. Et ça, c'est... Évidemment, on dit, oh ben je l'ai arrêté. Ouais. Moi, j'ai vu des variétés que vous n'avez pas, mais qui vont en chips. Lady Claire, pour la citer. De Meyer. Il y a quelques années, marron comme le CAD, là. Marron noir, là. Des trucs, dire au producteur, tu peux aller en vacances si tu as encore des sous, parce que de toute façon, on va tout jeter. Hein. Radman, Remiltine, Radman, Remiltine, Radman. Alors là, c'est 2 semaines, voire 3 semaines, si le temps ne se met pas au soleil. 3 semaines comme ça, 9 traitements, hein. 42 tonnes livrées à l'usine. Moi, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, je leur ai dit, mais t'inquiète pas, tout va pourrir. Et ben là, il n'y a rien qui a pourri du tout. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des efficacités à un instant T, exceptionnellement bonnes, qui coûtent une fortune, ça je vous rassure, c'est pas pour rien ce que je viens de dire là, hein. Que quand vous tapez 6 Radman en 3 semaines et 3 Remiltine intermédiaires, je vous... Patricia, tu vois le compte que ça fait? Hein? Ça fait un peu de sous, ça, hein? Bon. Donc évidemment, mais si c'est ça, on ne livrait rien du tout à l'usine. Quand on a un contrat usine, on doit livrer son usine. C'est pas toi que je vais la prendre. Donc voilà. Alors évidemment qu'il faut mieux trouver d'autres solutions. Surtout que si on emploie ces produits-là comme des maboules, un jour ou l'autre, c'est sûr qu'ils ne marcheront plus. Et qu'on aura d'autres incidences. Donc évidemment, on travaille évidemment de la lutte biologique. D'abord pour accompagner le bio, même si c'est marginal à 2, 3, 4% dans tous les pays du monde. Et puis, évidemment, dans ces choses de biocide, bionématicide, bio-mildiou, on veut déjà travailler sur ces choses de stimulation de naissance naturelle des plantes. Alors ça, c'est encore la bouteille à lampe, parce qu'il y en a beaucoup qui vendent de la poudre de perlimpinpin, mais qui ne fait jamais rien. Mais il y en a quelques-unes qui fonctionnent, qui améliorent quand même la défense des plantes. Mais évidemment que c'est insuffisant, et que donc, quand il y a une agression majeure, au bout d'un moment, ça tombe quand même. Et évidemment qu'il faut encore là aider avec des antagonismes pour encore ralentir le champignon. Puis après, quand ça va plus, nous on peut repartir en âne. Oui, mais enfin, si on en fait qu'un ou deux tous les 2-3 ans, c'est encore. Et ça devrait encore durer un certain temps. Par contre, s'il faut en faire plein tous les ans, ça ne va pas durer longtemps. Monsieur Dave, oui. Question qui choque. Les OGM là-dedans, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis un anti-GMO. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en pomme de terre, quels que soient les pathogènes, il y en a plein à livre. Des bactéries qu'on verra après, là, les Dichéa machin, on n'a pas fini de voir des souches de... Moi je mets ça dans le sens large, les Erwinia. Il y en a plein.
Et plus la science va avancer, plus on va en trouver. Des souches de mildiou, il y en a plein. Des souches de gale, il y en a plein. Des souches de nématodes, il y en a plein. On avait le rosto, R1, R2, R3, LPA1, LPA4, LPA6. Le Syncytrium, tiens, bon sujet dans une province lointaine. Le Syncytrium, dans certaines régions des pays de l'Est, par exemple. Mais ils ont 24 souches de Syncytrium. Alors celle au Grand Ouest d'ici, je ne sais pas bien, au Grand Est, là. Mais je sais qu'il y a 24 souches dans certains pays de l'Est. Après ces souches-là, il y en aura d'autres. Donc ça veut dire mettre des GMO. GMO sur quoi? Sur tout ça. Mais il faut inventer la bibliothèque des GMO. Alors le GMO, sur le sujet de ce matin, Pyral maïs, réponse oui, ça fonctionne, on le sait. Évidemment. Mais c'est un insecte. Mais en pomme de terre, non. La seule chose où je suis pour le GMO pomme de terre, c'est si nous arrivons à définir certaines molécules d'intérêt qui seraient utiles en particulier dans la santé, et en particulier humaine, chose que je vais citer parce que je l'ai déjà écrit, donc c'est public, où on a certaines molécules qui pourraient nous limiter les rejets de greffe, en particulier cardiaques, en particulier le foie. Donc évidemment, si ça, qu'on extrait de la pomme de terre, hein, si ça, il faut que je le fasse en GMO, pour en avoir plus, dans des choses qu'on ne mange pas, c'est fait pour faire des choses pour le monde médical. Je ne vois pas le citoyen normal dans le monde entier dire non, non, il ne faut pas faire ça, parce qu'un jour ou l'autre, on est tous censés y aller à l'hosto et peut-être avoir une greffe de quelque chose, et tant mieux si on a le greffe, sinon on est mort. Donc si on évite les rejets de greffe, et que par des molécules d'intérêt qu'on a dans un tubercule, why not les GMO? Mais sinon, pour manger, il faut arrêter d'imaginer qu'on va faire des GMO pommes de terre, ça ne passera dans aucun pays du monde. Aucun. Et tous les transformateurs qui se respectent, de Frito-Lay à McCain et les autres, là, ils sont comme ça vis-à-vis des GMO. Parce que, et puis si c'est en fécule, c'est pire, c'est des silos de farine. Et d'un seul coup, on dit, il y a un peu de GMO dans le... Il faut détruire tout le silo, là. Personne ne résiste, hein. Donc je peux vous rassurer, ils sont tous contre les GMO. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions. Alors dans la gestion du risque mildiou, j'ai fait un aparté sur nous. Exemple, tiens, il y a un truc qui chapote là, je sais pas pourquoi. Enfin bref, pourquoi nous, ça ne nous intéresse pas, même Miléos en plan de pommes de terre? En plan de pommes de terre comité Nord, évidemment, pourquoi ça ne me sert à rien? Parce que j'ai du personnel terrain. J'ai des contrôleurs sur le terrain qui vont dans chaque champ minimum tous les 8 à 10 jours. Et ils sont tous les jours dans les champs. Du matin jusqu'au soir, tous les jours. De la levée jusqu'au défanage, jusqu'au prélèvement dans les champs après de tubercules pour faire des tests. Et ensuite au stockage. Donc pour ce mildiou en végétation, quand vous avez des gens qui sont dans les champs de la plantation, c'est-à-dire de début avril jusqu'au défanage, on va dire 15 août pour les plus tardives, bah, j'ai pas besoin d'un outil, hein, avec les gens, avec leurs yeux, évidemment ça marche, parce que les gens ils voient, et en fonction de la variété du machin, ben, ils ont des rendus comptes à faire à leur hiérarchie, et de là, paf, c'est pareil, c'est compilé, et pof, l'information elle part à tous les adhérents, les 420 ils sont prévenus aussi vite que je vous le dis. Il n'y a pas besoin d'un outil informatique pour modéliser, il y a des gens dans le champ, donc pour moi c'est mieux que le modèle. Et en plus, ils voient toutes les variétés, plus ou moins tolérantes, résistantes. Mais ça, c'est une particularité de chez nous. Et puis, les surfaces qui sont refusées avec ça, il y en a quand même, à cause du mildiou. C'est 10, 20, 30 hectares par an sur 12, 13 000, on peut en faire un cake. Hein. Le producteur qui a fait une connerie, le pulvé qui a eu je sais pas quoi, il n'a pas mis le produit dedans. 10, 12 hectares, ben c'est bien, 15 hectares, voilà. Mais ça, c'est spécial chez nous en plan, parce qu'il y a des gens tous les jours dans les champs. Alors oui, non. Parce que là aussi, si vous avez un appui technique et un échange technique avec des experts qui circulent dans des champs, ben, ils peuvent faire le même truc que le modèle sans le modèle. Hein. Parce que s'ils vont dans les champs tous les jours, M. Gilles et d'autres, là, ben, il suffit après de faire un système avec les clients avec lesquels vous travaillez et qui vous financent, puis vous faites circuler vos informations. Alors, le modèle pourrait être utile, par exemple, pour l'expert, là, pour que lui, ça l'emmène lui dans sa réflexion plus au cas où. Est-ce qu'il faut le mettre à tout le monde? Je ne sais pas. Personnellement, pour les producteurs, je ne crois pas trop, vu tout ce qui est à corriger. Je pense que c'est plus un truc de spécialiste que de paysan pour demain matin. Mais je peux me tromper. Donc tout ce que j'ai dit avant, les limites de Miléos, l'évolution des souches, l'évaluation variétale, les précisions véracité, ça a été évoqué par monsieur tout à l'heure aussi. Il faut encore que le paysan il mette la vraie vérité. S'il met ce qui lui plaît et pas la vraie vérité, évidemment l'outil il digère ce qu'on lui a donné à manger. Hein. Et si c'est une connerie qu'on lui a donnée, je vous rassure, il va ressortir une connerie. Ensuite, réponse pas toujours adaptée. Ça c'est un problème en France qui a été constaté, c'est pour ça que ça se développe peu, qui est évoqué aussi par monsieur, notre problème d'orage, qui est de pire en pire.
Donc vous avez le poste météo, pour être sûr de la bonne transmission, il est mis à côté de la ferme. Oui, à côté de la ferme, on a 10-15 hectares de patates, un coup tous les... Et les autres champs, ah il y en a, ça va, c'est à 200 mètres, 500 mètres, 1 km. Ouais, mais il y a d'autres champs, ils sont à 20 km. Et là, des fois, ça choque. Parce que la station météo à la ferme, elle dit 3 mm. Le gars, s'il prend son 4x4 ou qu'il revient de je sais pas où, ça tombe s'il passe devant l'autre champ de patates, il y a de l'eau jusqu'au début. Alors là, évidemment, c'est pas du tout pareil. Et c'est pas de la faute de l'outil, ni du poste météo, c'est tout simplement que les postes météo tels qu'ils sont faits aujourd'hui sont évidemment nettement insuffisants pour compiler l'info. Comment on envisage de corriger ça? Par ça. Le radar de pluie. Le radar de pluie, il y a deux types de radars. Il y en a un qui avait été fait par le CNRS, que j'ai failli faire dans un programme, mais comme on n'a pas eu de sous pour le faire, j'ai arrêté, qui était un système qui coûtait très cher, mais qui peut servir, où on s'est fait agresser en France d'ailleurs par certains de la fonction publique par rapport à Météo France. Parce que, évidemment, c'est un radar qui était très puissant, mais qui coûtait fort cher, 1 million d'euros. Et donc, je voulais un soutien public pour acheter le radar, et puis nous, on faisait le fonctionnement. Bon, comme il n'y a pas eu de soutien public, on n'a fait rien. Là, j'ai une autre proposition d'un autre radar, qui est plus petit et qui coûte beaucoup moins cher, puisqu'on est à 150 000 euros. Et je vais en monter un à la station d'Achicourt, et je fais 60 km de range. Et en plus, ce système-là me paraît beaucoup plus adapté pour nos besoins agricoles, c'est-à-dire que ça rejoint ce qu'il a dit, c'est qu'en plus, ce radar est en ligne avec des postes météo ciblés. C'est-à-dire en fonction des grosses zones de production de pommes de terre, dans ces 60 km, on met par exemple 5, 10, 15 postes météo, peu importe, bien ciblés, qui sont reliés au radar. Et le radar, avec ses postes météo, il prend la valeur réelle du poste météo. Et il fait sa mesure corrective de ce qu'il annonçait théoriquement par rapport à la valeur réelle à un instant T sur l'endroit précis du poste météo. Et donc évidemment, ça améliore l'information statistique du radar. Et donc évidemment, ça améliore l'information statistique des risques éventuels de plus ou moins d'eau dans le champ. C'est intéressant pour le milieu, mais c'est intéressant aussi pour ceux qui font de l'entreprise agricole, pour savoir s'ils vont là-bas, ils peuvent arracher, oui, non, ou s'ils vont là, ils peuvent traiter, oui, non, enfin, etc., pour des fermes assez importantes. Là, je cite Patricia parce que celle-là, je la connais. Enfin, je la connais, je l'ai déjà vue. Et donc, c'est des choses qui, sur des structures assez importantes, auraient un intérêt de décision, de gestion des engins agricoles pour planter, pour traiter, pour arracher, pour tout ça, en fonction, on sait ce qu'il est tombé dans chaque champ. Genre un rayon de 60 km, ça commence à faire. Hein. Avec des précisions annoncées de quelques millimètres près. Alors on n'est pas 2 mm près, mais entre savoir qu'il est tombé 2 ou 40, ça change tout. Par contre, qu'il n'est 4 ou 38, on s'en fout. Hein. Donc le modèle, ça peut encore être amélioré, et de toute façon, pour que si on veut que ça se diffuse, il faudra que ça soit amélioré. Ça ne peut pas rester dans l'état aussi. Bon, les différences climatiques, j'en ai parlé, je passe dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur le mildiou? Je vais passer à d'autres maladies. Pas de questions, on a été clair entre ce qu'on a dit ensemble. Le CRAAC remercie la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture. Pour plus d'informations à propos de la pomme de terre, cliquez le lien à l'écran pour accéder au catalogue des publications du CRAAC. Également, cliquez le lien à l'écran pour visiter le calendrier des événements du CRAAC afin de rester à l'affût de la tenue des prochaines activités et pour vous inscrire à celles-ci.